Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 3 du compte We Are Thunder FR. Je m'appelle Constant, je suis tout seul pour effectuer le live aujourd'hui. Pierre n'est pas là, ne vous inquiétez pas, il reviendra pour les prochains lives. Aujourd'hui, on est là pour parler de cette série de playoffs entre Thunder et Rockets. Cette série qui excite pas mal de gens et durant lequel on a vu 3 matchs pour l'instant. 3 matchs qui étaient plutôt intéressants avec différents enseignements. Donc on est là pour parler pendant une trentaine de minutes de la série. Je vais vous faire un court résumé des matchs au début et puis après je vais interagir avec vous si vous avez des questions ou sur des points que vous souhaiteriez soulever. Donc voilà, on va débuter tranquillement. Donc 3 matchs. Les Rockets mènent pour l'instant 2-1, ce qui est plutôt mérité, je trouve, étant donné que sur les 3 matchs, les Rockets ont été une meilleure équipe que nous, je pense. Pour faire dans le détail, le Game 1, pas grand chose à dire. On prend une bonne raclée d'entrée. On fait un premier quart qui est plutôt correct avec où on parvient à résister aux Rockets, mais on prend un écart très vite en début de deuxième quart. On est à 15 ou 20 points de retard, ce qui fait qu'on n'aura jamais réussi à revenir. Le match 2, qui est un match sur lequel on peut avoir des regrets, étant donné que OKC est quand même meilleur, je pense, en première mi-temps, notamment en attaque où le ballon circulait beaucoup mieux, où il y avait beaucoup plus de mouvements de balle, ce qui était beaucoup plus intéressant à voir, et même défensivement, on résistait mieux, notamment via le retour de Dort, où on résistait beaucoup mieux à la défense des Rockets. Après, là où on a été pas assez réaliste, c'est qu'en première mi-temps, on mène que de 6 points, alors que les Rockets manquent leurs 15 tirs à 3 points consécutifs. Donc à la mi-temps, on aurait peut-être dû avoir un peu plus d'avance et se retrouver peut-être à 13 ou 14. Et cette avance qu'on n'a pas su prendre, on l'a payée en début de quatrième quart-temps, tout simplement parce que c'est le moment où les Rockets se sont mis à accélérer. C'est le moment aussi où Harden n'était pas là, ce qui est un peu plus inquiétant puisque les Rockets ont réussi à nous battre au moment où Harden était sur le banc. Donc je pense qu'on peut avoir des regrets sur ce Game 2. Et le Game 3 qu'on a suivi cette nuit, que beaucoup de gens ont suivi cette nuit, qui nous permet de rester en vie, puisque OKC a eu une espèce de réaction d'orgueil, puisque on se retrouve rapidement mené de 12 points dans le premier quart. On revient grâce à une adresse à 3 points pour être seulement à 6 points à la fin du premier quart, ce qui était plutôt positif quand on voit la physionomie du premier quart cette nuit. Après, en première mi-temps, les Rockets nous ont plutôt dominés, même si on n'a jamais pris un écart monstrueux, on est toujours resté collé. Et ensuite, ça s'est joué dans le clutch, tout simplement, grâce à quelques choix tactiques de Benny Donovan, grâce à quelques tirs chanceux aussi, parce que le tir de Shai Gilgeous-Alexander, il est plutôt monstrueux pour nous faire passer devant. Des pertes de balles de Houston sur remise en jeu aussi qui nous aident bien. Donc on s'en sort en overtime grâce à un Chris Paul monstrueux en overtime qui lui pour le coup s'est bien rattrapé comparé à son match 2 et à son match 3, enfin comparé à son match 2 et à son match 1. Le réveil aussi de Dennis Schroeder qui était plutôt qui était pas bon tout simplement sur ses 2 premiers matchs et qui s'est réveillé sur ce match 3 avec 29 points. Donc c'était plutôt positif et c'est justement cet apport de nos 3 meneurs qui nous permettent de rester en vie et de mener, enfin d'être à 2-1 au lieu de se retrouver à 3-0. Après, Houston mène 2-1. Comme je l'ai dit, c'est plutôt mérité. Après, je pense qu'on peut avoir des regrets, notamment sur le Game 2, parce que en étant un peu plus réaliste en attaque, on pourrait mener 2-1 face à ces Rockets. Sauf que là, on est mené 2-1, donc forcément, l'équation n'est pas du tout la même. Le Game 4 aura lieu après-demain. On n'a toujours pas d'informations pour savoir est-ce que Westbrook sera de retour ou est-ce qu'il sera encore absent. A priori, il est parti pour être absent, mais il devrait vraiment pas tarder à revenir. Donc voilà, de manière globale, pour donner mon avis personnel, après, je vous laisserai donner votre avis. Je suis plutôt surpris, pas tant du score parce que je pensais que Houston était favori, mais sur la physionomie parce qu'on a vu des Rockets
qui nous ont posé énormément de problèmes, notamment défensivement. Euh, de 1, c'est le score logique. Hier, on gagne, mais on frôle la correctionnelle. On frôle la correctionnelle sur le game 3, je sais pas. On frôle la correctionnelle dans le premier quart parce qu'on n'est pas bon. Après, sur le reste du match, je trouve qu'on joue plutôt au niveau des Rockets et c'est le, le- 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 la conclusion que je voudrais tirer de ces 3 matchs. C'est que, hormis le game 1 où effectivement on n'était pas du tout prêt à affronter cette équipe de Houston, tant offensivement que défensivement. Même Billy Donovan l'a dit en conférence de presse après le Game 1, il s'attendait pas du tout à ce que Houston défende de cette façon-là. Ce qui est quand même un peu bizarre puisque Houston a fait que défendre en switch pendant toute la saison, donc bon, c'est un peu étrange. Mais sur le Game 2, hormis ce trou d'air offensif dans le quatrième quart, on est dedans. On est peut-être même meilleur que les Rockets sur le Game 2. Et sur le Game 3, bah, on le remporte effectivement grâce à quelques coups de chance, mais aussi parce que on a su réagir et on a su proposer des solutions. On a su proposer des solutions face à cette équipe de Houston, notamment au niveau des line-up. On va en revenir, mais enfin on va revenir dessus. Mais le line-up avec les 3 meneurs, Dort en 4 et Gallo en 5, bah, il a fait plus que le taf pendant la prolongation. C'est ce qui nous permet justement de nous retrouver à 2-1. Après, si on peut tirer des enseignements de cette série, on peut voir qu'il y a plusieurs facteurs qui font que Houston se retrouve à 2-1. Et il y a un point que je voudrais souligner tout particulièrement, c'est la bataille au rebond. Alors on le sait très bien, Houston joue tout petit, donc effectivement c'est plus... Normalement OKC devrait dominer cette bataille au rebond, notamment avec Adams au poste 5. Ça on va revenir sur l'utilisation de Steven Adams un peu plus tard. La bataille au rebond, au Game 1, OKC domine Houston au rebond, 46 rebonds à 36, sauf que les Rockets sont tellement adroits derrière l'arc et sont tellement adroits dans leur pourcentage au tir que cette bataille au rebond, elle n'aura pas servi à grand chose. Au Game 2, et c'est là où ça fait mal, on l'avait indiqué dans le récap, c'est qu'on remporte la bataille au rebond 48 rebonds à 41, mais on laisse 11 rebonds offensifs à Houston, et nous on n'en prend que seulement 8, ce qui n'est pas possible en fait. Tu peux pas. Houston joue tellement petit. Houston est la pire équipe au rebond offensif et au rebond défensif. Tu peux pas laisser te battre en prenant plus de rebonds offensifs que toi. C'est un peu ce qui nous a handicapé au Game 2. Il y a plusieurs actions. On a très bien défendu Houston. Et au final, on s'est quand même fait punir sur un rebond offensif de PJ Tucker ou sur un rebond offensif de Daniel House. Et sur ce Game 3, donc le game que OKC remporte, on gagne la bataille au rebond, 54 rebonds à 46. Donc là, c'est plutôt intéressant. Mais par contre, la vraie stat, c'est qu'on a laissé seulement 4 rebonds offensifs aux Rockets, contrairement à 11 au Game 2. Ce qui fait que les Rockets, là, pour le coup, n'ont pas eu beaucoup de rebonds offensifs, qui les a empêchés bah, tout simplement d'avoir une deuxième chance en attaque. Et on le sait, ces Rockets sont tellement performants en attaque que si tu leur laisses une deuxième chance, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le point intéressant, c'est le point que je voudrais soulever, et on va en parler quand on parlera des match-ups. Mais OKC se doit de remporter cette bataille au rebond, et notamment cette bataille au rebond offensif, parce que si on laisse Houston nous martyriser à 3 points, tout en leur laissant des rebonds offensifs s'ils manquent leur tir à 3 points, ça va pas être possible de pouvoir se battre sur cette série. Après, il y a un autre point que je voudrais soulever personnellement, c'est l'adresse au tir. La défense de Casey commence tout doucement à se mettre en place face à cette défense des Rockets. Parce que au Game 1, Houston marque 123 points. Au Game 2, Houston en marque 111. Et au Game 3, Houston en marque 107. Donc plus les matchs avancent, moins l'attaque de Houston est performante au niveau des points marqués, ce qui est plutôt bon signe. Là où nous, on a marqué 108 points au Game 1, 98, ce qui est vraiment pas terrible au Game 2 et 119 sur le Game 3. Au niveau des pourcentages, sur le Game 1, OKC tire à 44%, ce qui est correct, ce qui est pas ouf, mais ce qui est plutôt correct, dont 37 à 3 points, ça ce qui est plutôt très bon. Par contre, sur le Game 1, Houston shoot à 48%, dont 38 à 3 points. Ce qui fait qu'on n'a pas pu résister face à cette armada des Rockets qui était à 20 sur 52 à 3 points sur le Game 1. Ce qui fait que quand ils sont à droit comme ça au tir extérieur, c'est très compliqué de rester dans le match face à eux. Au Game 2, là où c'était un point positif, c'est qu'on a limité l'attaque de Houston à seulement 42% au tir. Sauf que ce qui nous fait mal,
c'est qu'effectivement, on les a limités à 42% au tir, mais comme on leur a laissé 11 rebonds offensifs, bah, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, forcément, ces 42%, ils sont un peu trompeurs, étant donné que on a donné beaucoup de rebonds offensifs à Houston et que du coup, on a quand même pris des paniers. Et nous, on a shooté à 44%, donc comme au Game 1, mais seulement 34% à 3 points, ce qui n'est pas terrible. Même pour nous, c'est pas terrible. Il y a plein de matchs où on a mieux shooté que ça. Et sur le Game 3, on a encore plus limité cette défense de Houston en les maintenant à 41% au tir, sans leur laisser les rebonds offensifs, non seulement 30% à 3 points. Là, pour le coup, c'est vraiment un point positif, puisque on a très bien défendu Houston, on a très bien défendu la ligne à 3 points globalement sur cette série, hormis le Game 1, et on leur a pas laissé les rebonds offensifs, ce qui nous a permis justement de pouvoir sécuriser le rebond et de pouvoir limiter les Rockets à seulement 107 points, prolongation incluse, ce qui n'a pas dû leur arriver beaucoup de fois cette saison. Là où nous, au Game 3, on shoot à 44%, donc sur les 3 matchs, on shoot à 44%, notre attaque est plutôt régulière, mais c'est vraiment notre défense pour l'instant sur ces 3 matchs qui nous fait rester dans le match tout simplement. Au Game 1, on n'a pas su défendre Houston, on s'est pris une raclée. Au Game 3, on a très bien défendu Houston, on a remporté le match. Donc c'est plus, pour l'instant, c'est plus une match-up défensive qu'offensive, puisque c'est notre défense qui nous permet de gagner des matchs face à ce Houston, ce qu'on pouvait un peu prévoir, étant donné que si on s'était lancé dans une orgie offensive, on aurait beaucoup galéré face à cette équipe de Houston. Après, un autre point que je voudrais souligner, c'est les pertes de balles. Là aussi, c'est un facteur important, puisque au Game 1, OKC perd 12 ballons contre seulement 7 pour Houston. Il y a même au Game 1, en première mi-temps, Houston perd 0 ballon, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans, et ce qui est juste pas possible, quoi. Je veux bien que Houston soit une équipe qui fasse pas beaucoup tourner la balle, mais malgré tout, il faut quand même les gêner, il faut quand même provoquer des pertes de balles. Donc au Game 1, 12 pertes de balles contre 7 pour Houston. Au Game 2, c'est pareil, 13 pertes de balles pour nous, seulement 7 pour Houston. Donc encore une fois, on n'a pas été assez agressif, on n'a pas assez provoqué les pertes de balles chez Houston, ce qui nous coûte cher puisqu'au final on perd le match. Et sur le Game 3, là où c'est un point positif, c'est que effectivement, nous de notre côté, on a perdu 15 ballons, ce qui est encore trop. 15 ballons, c'est trop. On voit des pertes de balles qui parfois sont un peu stupides. Schroeder qui va tenter des passes un peu bizarres alors qu'il pourrait terminer au panier, ou Chris Paul qui parfois va avoir des pertes de balles inhabituelles. Mais par contre, le point positif sur ce Game 3, c'est que Houston a perdu 16 ballons, c'est-à-dire ils ont perdu plus de ballons au Game 3 qu'au Game 1 et au Game 2 cumulés, ce qui est un élément non négligeable pour expliquer cette victoire au Game 3. Et donc on voit bien que quand on force quand on force des pertes de balles du côté de Houston, forcément on se retrouve avec des contre-attaques où la défense de Houston n'a pas le temps de se replier et nous on en profite pour scorer des points faciles. Et un autre point que je voudrais souligner, c'est les lancers francs, puisque au Game 1 on a tiré 25 lancers francs, ce qui est correct, mais c'est pas non plus fou. Au Game 2 on a tiré seulement 19 lancers francs, ce qui pour le coup est trop peu, surtout quand on voit la défense de Houston qui a beaucoup de mal dès qu'on s'approche du panier. Et là, au Game 3, le vrai point positif, c'est on a tiré 34 lancers. 34 lancers, c'est énorme. Alors, effectivement, notre adresse au lancer n'était pas terrible, puisqu'on n'était qu'à 67% au lancer hier. Mais juste de provoquer ces 34 lancers, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Et c'est important face à cette équipe de Houston, puisque on galère offensivement face à cette défense en switch de Houston, faut l'avouer, on a des difficultés offensives. Mais justement, si on peut combler ce manque offensif par des lancers, c'est parfait. Et c'est ce que j'aimerais voir sur les matchs d'après, c'est de voir une équipe qui continue à rester agressif, qui continue typiquement de faire provoquer des fautes à Harden, ce qui fait que hier, il joue pas quasiment l'intégralité de l'overtime parce qu'il se retrouve avec 6 fautes. Et au Game 1 et au Game 2, c'était déjà le cas. Je crois qu'en première mi-temps, il est toujours à 3 fautes, Harden. Sauf que sur le match 1 et le match 2, on n'a pas réussi à lui en faire provoquer plus. Là où sur le match 3, on a réussi à le faire sortir. Donc ce qui est un point intéressant. Donc vraiment continuer à provoquer des lancers, continuer à provoquer des pertes de balles du côté de Houston. Et on voit que si on arrive à équilibrer les pertes de balles d'un côté comme de l'autre tout en prenant plus de lancers francs, là pour le coup on a une vraie chance sur cette série. Et on voit qu'en défense, on a souffert au Game 1 face à la défense de Houston, mais on n'a pas souffert sur le match 2 et sur le match 3.
Donc on peut voir qu'on peut défendre cette équipe de Houston, hormis Jeff Green, parce que Jeff Green joue comme LeBron James, donc on est incapable de le défendre. Mais Harden est plutôt bien défendu, merci Lou Dort. Eric Gordon fait un très bon Game 1, mais il a des pourcentages catastrophiques. Je crois qu'il a 35% sur les 3 matchs en cumulé, dont 25 à 3 points. Covington est bien muselé, PJ Tucker est bien muselé. Donc vraiment, on peut défendre cette équipe de Houston là où on peut défendre cette équipe de Houston, là où on pouvait avoir des doutes. Par contre, si on veut gagner, vraiment, va falloir des progrès en attaque. Parce que cette équipe de Houston, cette défense en switch de Houston nous pose énormément de problèmes. Parce qu'on est une équipe qui fait pas beaucoup tourner le ballon. On est une équipe qui va plus jouer en pick and roll, qui va plus jouer en ISO, notamment avec nos trois meneurs, avec Chris Paul, qui aime bien généralement jouer en ISO avec le pivot d'en face. Schroeder aime bien jouer en ISO, Shea aime bien jouer en ISO, et cette défense en switch de Houston et le fait que PJ Tucker et Robert Covington notamment sont des défenseurs qui sont très mobiles, bah, ça nous handicape grandement parce que on peut pas les décalages qu'on crée habituellement, bah, on ne peut pas les créer avec ce tiny ball de la part de Houston. Donc c'est plus compliqué. On a eu énormément de problèmes de rythme, notamment au Game 1 et aussi un peu au Game 2, au moment où on a un trou d'air offensif. C'est-à-dire que bah, on n'a pas mis de rythme, quoi. On a joué beaucoup demi-terrain, ce qui ne nous va pas forcément, puisque cette attaque de Houston sur demi-terrain, bah, elle peut switcher, elle peut se mettre en place et ça nous crée des possessions plus compliquées. Là où on l'a vu sur le Game 2 et sur le Game 3, là, dès qu'on met plus de rythme, bah forcément on va avoir des paniers faciles et on va avoir des tirs un peu plus ouverts. Donc on peut poser plus de problèmes à cette défense de Houston. Après, voilà, c'est vraiment mettre du rythme. Je suis pas le seul à en parler. Billy Donovan, bon, il lui a fallu un match pour s'en rendre compte qu'il devait mettre plus de rythme. Mais continuer à jouer vite, continuer à, dès qu'on a un rebond offensif, lancer une contre-attaque avec des guards qui partent très vite de l'autre côté, quitte à avoir juste Adams ou Gallo qui sécurisent leur bond avec des guards qui s'en vont très vite, qui se projettent très vite vers l'avant. Après, comme je l'ai dit, il va falloir plus de mouvements de balle aussi. Je sais qu'OKC est une équipe qui fait pas beaucoup de mouvements de balle, mais on a vu sur cette série, enfin sur ces 3 matchs pour l'instant, qu'on avait besoin de plus faire bouger la balle, qu'on avait besoin de lancer des systèmes, parce que, oui, Florent, on va revenir sur Adams, mais on a vu on avait besoin de lancer des systèmes, on avait besoin de plus de mouvements de balle pour créer des problèmes à cette défense de Houston, parce que sinon c'était pas possible, quoi. On pouvait pas. Houston est trop en place défensivement Houston est trop en place défensivement pour que on puisse les battre sur demi-terrain juste en jouant en ISO. Après, on va passer plus au cas par cas. Le point positif, c'est nos trois meneurs. Alors effectivement, ils font un game one qui est infect, puisqu'il n'y a que Chris Paul qui sort un peu son épingle du jeu. Mais sinon, on a Shea à 8 points, on a Schroeder qui a moins de 10 points aussi. Donc là, pour le coup, on s'est fait défoncer. Sur le game 2, on a un Shea qui marque 31 points, mais Schroeder apporte pas. Chris Paul a été critiqué parce qu'il a pris des décisions un peu bêtes dans le quatrième quart au niveau de sa sélection de shoot. Mais bah, effectivement, il y avait juste Shea qui était impactant sur ce game 2 et ça suffit pas pour battre les Rockets. Et là, sur le game 3, on a enfin eu nos trois meneurs performants avec nos trois meneurs qui sont à plus de 20 points. Un énorme match de la part de Schroeder qui met 29 points, un énorme clutch de la part de Chris Paul et des énormes tirs de la part de Shea. Même quand on était en difficulté offensivement, c'était souvent lui qui marquait un panier pour nous donner un peu d'air. Et là, on a vu justement que quand ces trois meneurs étaient performants, on était peut-être même meilleur que les Rockets parce que pour le coup, on était beaucoup plus dangereux offensivement. On peut pas se permettre d'avoir un guard qui est pas bon. On est obligé d'avoir les trois qui sont bons. Ce qui montre qu'on a peu de marge mais, face à cette équipe de Houston. Mais par contre, quand nos trois guards sont bons, vraiment, on peut leur poser plus que des problèmes. Après, pour passer aux autres joueurs, évidemment, comment ne pas souligner l'incroyable performance de Lugensdort, absent au Game 1. Son absence s'est bien fait ressentir sur le Game 1 où on a pris une raclée offensive de la part de Houston. Dès qu'il est revenu au Game 2,
bah tout de suite notre défense c'est plus du tout la même, et notamment ce travail incroyable qu'il fait sur James Harden. Enfin, je suis pas le seul à le souligner, tout le monde l'a remarqué. Il fait un travail incroyable sur Harden. Il mord pas à ses feintes, il reste devant. Physiquement, il est capable de le tenir. En vitesse, il est capable de le tenir aussi. C'est vraiment le meilleur défenseur sur Harden. Peut-être même cette saison, quoi. J'ai vu personne défendre aussi bien sur Harden cette saison que ce que défend Dort. Il y a plusieurs possessions où Harden il le joue en ISO, il fait des dribbles entre les jambes pendant 15 secondes. Et là où dans 80% des cas, il aurait tenté un step back, là même tout Harden qu'il est, il préfère pas tenter un step back et faire une passe parce qu'il sait que Dort le défend tellement bien que s'il tente un step back, ça va terminer en une brique infâme. Donc vraiment, la porte de Dort est pas juste sur Harden. Ce qu'il fait au hustle, notamment au rebond, enfin hier il termine avec 8 rebonds et ces 8 rebonds ils sont importants, hein. Quand Daniel House manque son lancer en toute fin de match, Dort est là pour sécuriser le rebond, etc. Donc vraiment, son impact défensif est incroyable et pas juste en individuel sur Harden. Il rend la tâche beaucoup plus simple aux autres joueurs. C'est ce qui permet justement enfin, c'est ce qui montre que notre défense est meilleure sur ce game 2 et sur ce game 3. Bah, typiquement, c'est parce que Dort est là, quoi. Donc, et en attaque, effectivement, il peut être un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup d'actions où il se retrouve ouvert à 3 points et où il rentre pas ses tirs. Mais il apporte tellement en défense qu'on ne peut pas se passer de Dort dans le 5, quoi. Et on l'a bien vu hier, les rotations de Billy Donovan, dans le quatrième quart-temps, il y a un moment où il met son 5, le 5 qu'on a mis toute la saison pour terminer le match, c'est-à-dire nos trois meneurs, plus Gallo, plus Adams, où il met pas d'ordre pendant 3 minutes, et vraiment, c'est Schroeder qui se retrouve en défense sur Harden, et Harden, il doit mettre 3 paniers consécutifs. Donc au final, Billy Donovan a remis tout de suite Dort, et heureusement, parce que je pense que s'il l'avait remis ne serait-ce que 30 secondes après, on aurait perdu le match. Donc vraiment, l'apport de Dort défensivement est tellement important que ça va poser des questions sur la line-up, et on va en revenir, enfin on va y revenir tout de suite. Je sais que vous avez tous un avis très qui se rejoint sur le line-up, c'est que bah, l'apport de Steven Adams sur cette série est pas terrible, vraiment pas terrible, et je pèse mes mots. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer pendant le live tweet hier parce qu'il n'était pas assez impactant en attaque, parce qu'en défense, il y a deux trois actions où il se retrouve en isolation sur Harden, où vraiment c'est un plot, quoi. Il le laisse passer Harden, il tente même pas de se mettre devant lui, donc ça pour le coup c'est plutôt bah, c'est totalement négatif de la part de Steven Adams. Après, enfin, je suis plus mesuré que vous sur Adams parce que je trouve qu'en attaque, effectivement, il manque de présence au rebond offensif. On l'a vu hier en overtime, Gallo, dès que tu le mets en 5, il t'a pris deux rebonds offensifs de suite, là où Adams a du mal à prendre des rebonds offensifs, ce qui est plutôt anormal quand on voit Adams. Mais face à cette face à cette équipe de Houston, je pense pas que ce soit la. Oui, voilà, c'est comme ce que dit Florent. Je pense pas que ce soit la match-up sur laquelle on doit le plus juger Adams, étant donné que c'est la pire match-up pour lui, quoi. Alors effectivement, il y a des gens qui vont te dire oui, mais Adams tous les ans en playoff, il se fait dominer. Déjà, c'est pareil, il se fait pas dominer tous les ans, il se fait dominer surtout l'année dernière. Mais cette année, il joue face à une match-up qui est la pire pour lui, quoi. C'est vraiment en attaque, Houston le défend très bien et en plus, il est pas assez servi au poste. Là où pour moi, il pourrait faire beaucoup plus de dégâts au poste si on savait le servir correctement et si Billy Donovan lançait des systèmes pour servir Adams au poste. Mais par contre, en défense, effectivement, parfois il vient en aide quand il faut pas, et du coup, on se retrouve avec PJ Tucker qui est ouvert dans le corner. En ISO sur Harden, parfois il va le laisser passer. Donc vraiment, parfois il va se laisser prendre des rebonds offensifs sur la tronche par Eric Gordon. Donc vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment négatif. Mais faut pas oublier quand même que Steven Adams, hormis cette série contre Houston, en fait, il est important dans toutes les autres séries. Regardez, là, par exemple, si jamais on passe et qu'on affronte les Lakers, bah pour le coup, là, Steven Adams, il sera super important parce que du côté des Lakers, il y aura Anthony Davis, Javal McGee, Dwight Howard. Donc vraiment, Adams, attendez un peu avant de le juger. Rappelez-vous que c'est pas la meilleure match-up pour lui, loin de là, c'est la pire match-up. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que bah, qui doit être plus impactant en attaque et qui doit être moins un plomb en défense.
Et puis ce qui nous amène au dernier point, c'est les rotations de Billy Donovan. Au Game 1, il fait n'importe quoi. Il fait une rotation en 11 en première mi-temps, alors que. Enfin, il fait une rotation en 11 à 11 en première mi-temps, ce qui est n'importe quoi. Il met Ferguson titulaire. Alors, je sais que l'absence de Dort change des choses dans la rotation, mais il met Ferguson titulaire. Il fait jouer 3 minutes Robertson, le temps qu'il fasse une faute à 3 points sur Arden. Il fait jouer Nader, il fait jouer Diallo, il fait jouer Muscala. Enfin, vraiment, il fait n'importe quoi sur ses rotations. Là où les rotations de Houston sont claires, c'est une rotation à 8. T'as le 5 majeur, plus McLemore, Jeff Green et il m'en manque un, je ne sais plus. Enfin, c'est une rotation, Austin Rivers, c'est une rotation à 8. Les rotations de Houston, elles étaient claires, définies, tout le monde avait son rôle. Et justement, c'est ça qui a fait que Houston a déroulé au Game 1, où là où nous, on faisait n'importe quoi, parce qu'on a fait une rotation à 11. Un coup, il y avait Ferguson qui était sur le terrain, un coup c'était Diallo, un coup c'était Nader, un coup c'était Muscala, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Il s'est rattrapé sur le Game 2, bah, notamment avec le retour de Dort en passant une rotation à 9, où il fait encore jouer Diallo. Bon, ce qui est pas terrible, même si vous connaissez mon amour pour Diallo, faut pas le faire jouer sur cette série. Donc il passe une rotation à 9, il vire Muscala de la rotation, il vire Ferguson de la rotation. Donc j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Après, il fait un truc qui est incroyable, c'est que dans le quatrième quart, sur ce Game 2, il fait pas confiance à Dort. Il préfère se retrouver avec un line-up où il y a les trois meneurs, plus Gallo, plus Adams au poste 5. Sauf que il refuse de remettre Dort sur le 5 et c'est ça qui nous tue. Parce que si vous regardez sur le match, le joueur qui est vraiment négatif sur le Game 2, c'est Chris Paul, puisqu'il se retrouve avec un moins 36 en plus-minus en jouant 37 minutes, ce qui est juste pas possible. Et là où Shea, qui a été particulièrement performant, qui a joué 37 minutes, il se retrouve avec un positif de 4 en plus-minus. C'est-à-dire que sur les 10 minutes où Chris Paul était sur le terrain et où Shea n'était pas sur le terrain, OKC était complètement négatif, et c'est pareil pour Dort, quoi. C'est vraiment, Dort, Billy Donovan s'est entêté à garder son 5 de la mort, ce qui est plutôt compréhensif puisque c'était le meilleur 5 de toute la NBA. On a bien vu sur ce Game 2 que ça marchait pas, il a failli refaire l'erreur sur le Game 3, comme je l'ai dit, comme j'ai dit, en laissant, en enlevant Dort pendant 3 minutes du 5 majeur, en repartant avec son 5 de la mort. Et c'est à ce moment-là on a pris le run parce que on n'a pas pu défendre sur Harden. Donc Billy Donovan, clairement un manque d'adaptation. Et la seule adaptation qu'il fait, bah, c'est en fin de match où enfin il se décide à jouer un peu small ball, c'est-à-dire en mettant nos trois meneurs plus Dort en 4, ce qui est très intéressant, Dort en 4 parce qu'il est tellement physique que tu peux lui faire poser des écrans comme le fait Adams. On le voit sur le tir de Shea pour nous faire passer devant en toute fin de match, juste avant l'overtime. OKC était déjà dans 5 avec Dort en 4 et Gallo en 5. Qui c'est qui fait l'écran pour Chris Paul? Bah, c'est Dort. Donc Dort, il est tellement physique que tu n'as même pas besoin d'avoir Steven Adams pour poser des écrans. Tu peux juste avoir Dort qui pose des écrans en ayant Gallo qui joue 5. Donc forcément, là, tu augmentes ton spacing. Ça devient beaucoup plus compliqué pour la défense de Houston puisque tu as quasiment 5 joueurs qui peuvent tirer. Tu as 5 joueurs qui peuvent jouer balle en main puisque Dort peut très bien jouer balle en main. Donc là, tout de suite, c'est plus difficile pour la défense de Houston de s'adapter. Après, au niveau de ses rotations, sur le Game 3, Billy Donovan a fait quelque chose que j'avais réclamé moi dans la preview, c'est qu'il tourne à 8. Là, et je pense que ces rotations ne bougeront pas jusqu'à la fin de la série, c'est qu'il tourne à 8. Donc, c'est-à-dire le 5 majeur, plus Schroeder, plus Nerlens Noel, qui a un temps de jeu vraiment limité, plus Baisley. Pour moi, c'est la meilleure rotation. Tu as tes 8 meilleurs joueurs de la saison. T'as Schroeder qui est le meilleur sixième homme, t'as Nerlens Noel qui même s'il vient un début de série compliqué peut t'apporter quelque chose, et t'as Baisley qui on l'a vu sur le match 1, sur le match 2 et sur le match 3, même s'il joue pas assez à mon goût, peut t'apporter vraiment des choses intéressantes sur certaines séquences. Donc voilà, après au niveau de l'adaptation de Billy Donovan, je suis pas convaincu contrairement à beaucoup d'entre vous, je ne suis pas convaincu que OKC, sur le Game 4, doit directement jouer avec un 5 où tu as Dort en 5 enfin Dort en 4 et Gallo en 5. Je suis pas sûr qu'on doit jouer directement small ball
Je pense qu'il faut quand même garder Adams. Puis de toute façon, quand tu tournes à 8, on va être obligé de donner du temps de jeu à Steven Adams et on va être obligé de donner du temps de jeu à Nerlens Noel. Alors peut-être pas donner 39 minutes à Adams comme on l'a fait sur ce Game 3, mais au moins lui donner une trentaine de minutes parce que tu peux pas faire jouer Dort 45 minutes, tu peux pas faire jouer Gallo 42 minutes non plus. Donc il y a forcément des moments où bah, tu vas avoir besoin de tes pivots, quoi. Donc, et même sur l'overtime, effectivement, notre 5 en jouant petit nous a été plutôt, bah, nous a apporté quelque chose on a vu Gallo prendre des rebonds offensifs, mais je suis pas convaincu que sur un match entier, Gallo il va prendre 7 rebonds offensifs sur Houston. Je pense que vraiment hier il est chanceux entre guillemets parce qu'il prend 2 rebonds offensifs en 15 secondes, il prend 2 rebonds offensifs sur la même possession. Après, est-ce que ça se reproduira? Je suis pas convaincu. Donc moi je serais partant déjà de garder notre 5 majeur de base avec Chris Paul, Shea, Dort, Gallo et Adams. Par contre, effectivement, comme vous, partir sur des séquences un peu plus longues où tu te retrouves avec soit Baisley en 5 soit Gallo en 5 juste pour voir, quoi. Au moins tenter ce que Billy Donovan n'a quasiment pas fait sur ces 3 matchs, quoi. Donc, même quand on était à -15 ou même quand on a eu un trou d'air offensif, Billy Donovan, il a jamais tenté un 5 petit. Il a fallu que Adams ait Bobo au genou pour qu'il se décide enfin à tenter un 5 petit. Donc, c'est des rebonds off comme Houston, vu que personne boxe au rebond, c'est plus simple de les surprendre. C'est plus simple de les surprendre, oui, mais est-ce que ce sera vraiment. Est-ce que tu vas les surprendre sur tout un match au point de dominer la match-up au rebond offensif? Je pense pas. Je pense que hier, tu vois les. Bizarre que Adams n'arrive pas à s'imposer face à la raquette des Rockets. Oui, bah c'est bizarre, mais après, Adams, je pense que pour vous, les Rockets, Adams, c'est plutôt une bénédiction, étant donné que c'est pas le joueur le plus doué en attaque. Vous pouvez le défendre ou vous pouvez même vous permettre de lui laisser quelques dunks sans que ça vous dérange trop. Là où par exemple face à un Anthony Davis, ça serait beaucoup plus compliqué. Après Adams, je sais pas, c'est vraiment, je pense que si on veut, enfin si on remporte cette série, Adams peut avoir sa part peut avoir du crédit si on veut remporter cette série. Si on se retrouve avec un gros Adams dominant, ce qui me paraît effectivement de moins en moins probable, si Adams est dominant face à cette raquette de Houston et que nos guards sont toujours aussi efficaces qu'au Game 3, bah on va les dominer. Mais effectivement, c'est pas le cas et ce qu'il devrait apporter en attaque pour combler ses lacunes en défense, bah, il les apporte pas. Donc effectivement, autant tenter Gallo en 5, quitte à jouer limite plus petit que les Rockets parce que notre trio de 3 meneurs plus Dort en 4, c'est limite plus petit que le 5 majeur des Rockets, quoi. Donc, quitte à jouer, à tiny balliser les Rockets, autant essayer. Après, pour revenir sur ce Game 4, après je prendrai vos questions. Sur le reste de la série, la question qui se pose, c'est quand est-ce que Russell Westbrook va revenir? Rockets Nation, si tu es encore là, je veux bien si tu as des infos, je veux bien que tu me les donnes parce que moi j'en ai pas. Je vois juste que Mike D'Antoni avait dit qu'il n'était pas prêt de revenir. Est-ce que le fait que la série soit à 2-1 va accélérer son processus de rétablissement et fait qu'il peut revenir après sans Adams, vous pourrez plus contenir Harden et Russ bientôt à l'intérieur, je pense. Je sais pas parce que quand tu vois comment Dort défend Harden, les pénétrations d'Harden elles sont systématiquement bien défendues par Dort, hein. Là où Harden a réussi à pénétrer, c'est quand il s'est retrouvé avec Schroeder en défense sur lui. Donc je suis pas convaincu que effectivement avec Westbrook, mais Eric Gordon joue déjà comme Russell Westbrook. Il est maladroit derrière l'arc, mais il joue beaucoup en pénétration. Donc le Eric Gordon joue quasiment comme Westbrook, donc on peut voir déjà comment ça pourrait jouer, comment pourrait jouer Houston quand Westbrook va revenir. Et donc je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'il va revenir pour le Game 4? Est-ce qu'il va revenir pour le Game 5? On ne sait pas. Donc moi je serais tenté de dire qu'il va pas jouer sur ce Game 4 étant donné qu'on n'a pas d'infos. Après s'il revient sur ce Game 4, ça va changer beaucoup de choses puisque bah, Houston va pas jouer avec 5 extérieurs capables de tirer derrière l'arc comme ils le font actuellement, mais vont jouer avec 4 extérieurs capables de tirer,
plus Westbrook. Donc défensivement, ça peut changer beaucoup de choses. Après, pour le reste de la série, je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, le Game 4, c'est quasiment un Game 7, quoi, puisque la dernière fois qu'OKC a remporté un Game 4 dans une série de playoffs, c'était face aux Warriors en 2016. C'est pour vous dire si ça commence à remonter. Que ce soit en 2017, en 2018 ou en 2019, OKC s'est systématiquement retrouvé mené 2-1. Et à chaque fois, OKC n'a pas su remporter le Game 4 pour revenir à égalité. Après, sachant que c'est une saison un peu spéciale, est-ce qu'on va déjouer les pronostics en prenant ce Game 4 et en revenant à 2-2 et en relançant complètement la série? Je sais pas, peut-être. En tout cas, je l'espère. Après, c'est sûr que cette fin de Game 3, avec cette victoire qui vient un peu de nulle part, faut l'avouer, à 50 secondes de la fin, on est mené de 5 points. Donc vraiment, cette victoire, elle sort un peu de nulle part. Elle nous est un peu donnée par les Rockets parce qu'ils perdent un ballon n'importe comment sur une remise en jeu. Donc vraiment, cette victoire, c'est peut-être la victoire qu'on avait besoin dans le clutch pour nous mettre un peu dans la série et pour rebooster un peu cette équipe. Et peut-être qu'au Game 4, on va être tellement boosté qu'on va parvenir à égaliser. Après, on verra ça après-demain. Mais je suis pas convaincu parce que là, je pense que Eric Gordon à un moment va se réveiller parce il est vraiment infect sur le game 2 et sur le game 3. Je pense il va se réveiller. Ross va revenir aussi, donc ça va être compliqué. Après, est-ce que Jeff Green continuera de jouer comme LeBron James? Je sais pas, je l'espère pas parce que je commence à en avoir marre. Mais cette équipe de Houston qui est plutôt maladroite sur son adresse extérieure, suffit qu'il y ait un match où elle se mette à tout rentrer. Et là, pour le coup, on va pas pouvoir les défendre, on va se retrouver mené 3. Donc je suis pas hyper confiant pour la suite, mais ce Game 3 m'a redonné un peu d'espoir et m'a montré que on pouvait au moins concurrencer cette équipe de Houston. Donc voilà, j'ai assez parlé pendant assez longtemps. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre. On va se garder 5-10 minutes pour répondre à vos questions et puis ensuite on va y aller tout doucement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup de questions. Personne n'a de questions à poser. Ou alors, Baisley assez utilisé à ton avis? Au niveau du temps de jeu, il est pas assez utilisé pour moi, je suis d'accord avec toi. Il doit être plus utilisé, notamment parce que en 5, on a vu, il est encore à droit derrière l'arc et en défense, il peut clairement mieux défendre. Enfin, en défense, il peut clairement tenir et en attaque, il peut clairement poser des problèmes à cette équipe de Houston. Après, il faut pas oublier que c'est un rookie et que il joue combien de temps là sur ce Game 3? Je vais vous dire ça tout de suite. Il doit jouer une quinzaine de minutes. Il joue. Ouais, il joue 13 minutes. Effectivement, c'est pas beaucoup. Je serais plutôt tenté de dire faire jouer Baisley 18 ou 19 minutes en enlevant un peu de temps de jeu à Nerlens Noel ou à Steven Adams pour l'utiliser en 5 parce que vraiment, sur ce que j'ai vu, il est plutôt intéressant en attaque parce qu'il rentre ses tirs et en défense, il est vraiment plus que correct. On l'a vu sur certaines possessions où il défendait Harden en ISO, il était vraiment loin d'être ridicule. Après, faut pas oublier que c'est un rookie et que vraiment il faut pas trop lui en demander non plus. Robertson en pivot sur certaines séquences quand il y a Jeff Green, c'est compliqué là. Déjà j'ai vu des gens, des questions posées précédemment en me disant Robertson benché, est-ce que je trouve ça décevant? Je sais pas moi je trouve pas ça décevant parce que Robertson n'a pas le niveau tout simplement. Il a plus le niveau. C'est un joueur qui a pas joué pendant 2 ans et demi et on peut pas le lâcher dans une série de playoffs comme ça, surtout dans une série où il y a une très forte intensité. Enfin, je veux dire, c'est pas Toronto-Brooklyn, quoi. Quasiment sur chaque action, ça joue dur, ça joue fort. Donc, on peut pas lâcher Robertson dans une série comme ça, alors qu'il il est pas prêt, il a pas le niveau, quoi. Vraiment, je trouve que
la rotation à 8 qu'on a là, elle est parfaite et faut pas y toucher. Et après, pour le faire jouer pivot, non, faut peut-être pas exagérer parce que Jeff Green, il est plus grand, il est plus physique que Robertson. Si vraiment on doit jouer petit, les 5 qui se proposent, c'est Baisley et Gallinari pour moi. Mais c'est tout, vraiment. Oui, c'est ça, Gallo en pivot. Après, qui pour défendre sur Jeff Green? Bah, personne. Parce qu'il y a personne pour le tenir en fait. Peut-être Baisley pourrait défendre sur Jeff Green, mais je crois pas l'avoir vu défendre sur Jeff Green. Et celui qui défend Jeff Green, c'est Gallo. Enfin, celui qui défend Jeff Green la plupart du temps, c'est soit Nerlens Noel, soit Steven Adams. Et on voit qu'ils sont pas capables de le tenir. Même quand Jeff Green prend des 3 points, Adams vient même pas contester, ce qui fait que Jeff Green est à plus de 50% sur cette série à 3 points. Et c'est littéralement, je crois, c'est le deuxième joueur avec. Voilà, c'est le deuxième meilleur marqueur des Rockets. Jeff Green sur cette série, il tourne en 20 points, 7 rebonds, 2 passes, à 60% au tir et 52% à 3 points. Donc c'est littéralement le deuxième meilleur joueur des Rockets sur cette série. Je pensais pas le dire. Je pensais qu'il allait nous faire mal, mais de là à être le deuxième meilleur joueur de cette série, je le pensais vraiment pas. Donc je pense que Jeff Green va falloir juste le prier pour qu'il rentre pas ses tirs, ce qui était le cas en deuxième mi-temps hier et en overtime où il a été beaucoup plus maladroit, ou en tout cas il a été moins adroit qu'à l'habituel. Après au niveau des défenseurs, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner avec Baisley en défense sur lui, mais bon, Jeff Green il est tellement en feu sur cette série que on peut pas faire grand chose en fait. Sortir sur lui serait déjà pas mal, bah lever les bras sur lui quand il tire, quoi. On fait quoi de Donovan après les playoffs? Tout dépend déjà de ce qui va se passer en playoff. Moi, je pense que Donovan, étant donné que tôt ou tard, on va se retrouver dans une période de. Je garde ta question en tête, Balotelli. Euh, Étant donné que tôt ou tard, on va se lancer dans un mode full reconstruction, étant donné qu'il est très bon pour développer les jeunes, moi, je serais plutôt tenté de garder Billy Donovan. Alors, effectivement, niveau tactique, ce sera jamais ça. Et cette année, il est troisième pour le coach de l'année. Ce qui est une blague, c'est les coachs qui ont Chris Paul dans leur effectif, bizarrement, ils sont tout de suite meilleurs que les années où ils n'ont pas Chris Paul dans leur effectif. Donc après, étant donné que si on était vraiment dans une optique de gagner un titre tout de suite, je t'aurais dit non, on ne garde pas Billy Donovan. Étant donné que la reconstruction va débuter à un moment ou un autre et que c'est l'un des meilleurs pour développer les jeunes, je suis tenté de dire qu'il faut le garder. Et pour répondre à la question de Balotelli 711, est-ce que je trouve que Gallo est pas assez utilisé en attaque? Je pense que Gallo il est plutôt utilisé correctement. Il a été très utilisé. En fait, le problème de Gallo, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'influence, j'ai envie de dire. Parce que si on voit son Game 1, c'est son meilleur match de la série, puisqu'il marque 29 points, un pourcentage plus que correct. Pourtant, on se fait défoncer. Là où sur le Game 2 et sur le Game 3, il est plus discret, même si au Game 3, il marque 20 points. Mais je pense que Gallo, pour le coup, il est seulement à 44% au tir sur cette série, dont seulement 37 à 3 points, ce qui pour Gallo est dégueulasse. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment pas terrible pour Gallinari de tourner à 36% au tir. Euh, je pense que c'est l'un des joueurs qui profite le plus, enfin qui la défense en switch de Houston peut le plus profiter, étant donné qu'il est plutôt bon de haut panier en isolation. Mais je pense que Gallo, c'est pas le joueur que tu dois servir en priorité. Je pense que c'est notre match-up et notre réussite dans cette série, elle passera avant tout par nos trois guards. C'est quoi la clé pour toi sur le Game 4? Comme je l'ai dit, limiter les pertes de balles de notre côté tout en provoquant du côté de Houston et faire ce qu'on a fait au Game 3 en étant agressif, en provoquant beaucoup de lancers, ce que je pense on est capable de faire face à cette équipe de Houston à quasiment tous les matchs. Justement, ça peut passer par du galop au poste, ça peut passer par des pénétrations de Shea, ça peut passer par du Chris Paul, provoquer des lancers pour combler une potentielle maladresse offensive.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est quoi le plafond de Lou à ton avis? Pff, le plafond, je sais pas. Déjà ce qu'on voit, c'est très fort, que c'est hier, je le tweetais presque en rigolant pendant le live tweet, mais en une saison, le mec est passé de non drafté à quasiment Marcus Smart, quoi. En défense, c'est incroyable. Il a déjà le niveau défensif pour être dans une All Defensive Team l'année prochaine. Donc vraiment, en défense, c'est plutôt incroyable ce qu'il fait. Après, en attaque, ça reste un peu frustre, étant donné que euh, bah, il est plutôt maladroit. Il est plutôt maladroit en attaque. Ses tirs sur cette série rentrent pas, mais je pense que sa mécanique est loin d'être la pire, donc il sera capable de les rentrer tôt ou tard. Donc vraiment, pour moi, c'est un Marcus Smart. Ce qui est déjà très bien hein, d'avoir Marcus Smart dans cette équipe, c'est-à-dire candidat à la First All Defensive Team bah, tous les ans, quasiment candidat DPOY, tout en tournant à des pourcentages très corrects à 3 points et en étant vital pour une équipe, en étant le meilleur défenseur d'une équipe, tout en étant capable de sanctionner derrière l'arc et de créer de temps en temps pour les autres. Donc c'est vraiment très bien, surtout pour un joueur non drafté, quoi. Je pense il y a plein d'équipes qui se mordent les doigts de ne pas avoir drafté Lou Dort. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu une question qui est revenue. Plus ça va, plus je vois Shai en mode Lou Will, tu lui donnes le ballon, il va shoot. Oui, bah, à part que Shea défend beaucoup plus que Lou Will, hein. Faut pas exagérer. Mais effectivement, je pense qu'on en reparlera quand on fera des lives un peu plus centrés sur l'avenir de Casey. Mais le Shea, je le vois de plus en plus comme un poste 2 et pas comme un poste un, vraiment un poste 2 scoreur à la CJ McCollum, à la Bradleyville. Pas dans le même registre, mais dans vraiment un poste 2 qui va scorer quoi, et qui va plus créer pour lui que créer pour les autres. Vous pensez quoi du niveau d'Arden? Je pense que Arden, effectivement, il a mal, il s'est fait bobo à l'épaule hier, mais rien de très grave. Je pense que Arden, heureusement qu'il y a Lou Dort, parce que sinon il nous ferait une série de malades, quoi. Arden, sur cette série, il tourne enfin sur ces 3 matchs, il est en 32 points, 8 rebonds, 7 passes, à 44% au tir, ce qui est dans ses moyennes au tir, mais seulement à 29% à 3 points. Heureusement que Lou Dort est là pour le défendre parce qu'on voit même Schroeder qui a réussi à le tenir même Schroeder qui a réussi à le tenir pendant enfin en saison régulière, là n'arrive plus à le tenir, donc heureusement que Dort est là, sinon il ferait une série de fous. CP8 t'en penses quoi? Il fait un bon game 1, il est quasiment en triple double, il fait un game 2 qui est infect où il fait pas les bons choix et il fait un game 3 monstrueux, quoi. Son overtime est incroyable. Le kick out, enfin le kick out pour Shea pour nous faire passer devant à 13 secondes de la fin, il est incroyable. Vraiment, j'ai l'impression qu'il en fait plus une affaire perso. Sur le game 2, oui, t'avais l'impression qu'il avait envie de faire tout par lui-même. Sur le game 3, je trouve pas. Je trouve que c'est Chris Paul, quoi. Il avait dit qu'il devait se ressaisir, donc c'est ce qu'il a fait, il s'est ressaisi, quoi. Et je pense que kick out, c'est l'action. Tu drives vers le panier et tu ressors. Pardon, c'était une vanne. Mais tu drives, pour ceux qui savent pas, c'est tu drives vers le panier et tu ressors pour un tireur à 3 points ouverts. Et je trouve que sur ce game 3, il s'est bien rattrapé. Et je pense qu'il a compris qu'il doit arrêter d'en faire une affaire perso et qu'il doit aider les autres et qui doit aider les autres. Oh, il y a Giovanni. Et qui doit aider les autres pour justement permettre à Shea et à Dennis Schroeder de mieux attaquer. Arden, faut le cibler quand Casey attaque, bah faut le cibler pour lui faire provoquer des fautes, oui. Parce que effectivement, on l'a vu sur ce game 3, Arden a tendance à prendre des fautes rapidement. Effectivement, si t'as pas Arden sur le terrain, parce qu'il a des fautes, bah tout de suite c'est beaucoup plus simple pour OKC de défendre. On l'a vu en overtime, dès qu'Arden est sorti, la défense de Houston,
Enfin, l'attaque de Houston n'arrivait plus à rien. Donc voilà, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bon, on va terminer tranquillement, en plus il y a des matchs qui vont débuter. On prend encore deux trois questions et puis après on va arrêter. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Ah, goûtez-moi la racaille Texan hors de ces playoffs. On va essayer, Giovanni, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais on va essayer. Tu penses qu'on peut passer? Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai des doutes sur le fait qu'on passe. Euh, En fait, on est mené 2-0. Ça veut dire que si on passe, on doit mettre un 4-1 aux Rockets. Je sais pas si on peut gagner 4 des 5 prochains matchs ou là pour le coup si on peut gagner 3 des 4 prochains matchs, ça me paraît un peu compliqué. Je pense vraiment qu'on a moyen de revenir à 2-2, mais qu'après on va craquer peut-être sur un game 5 ou sur un game 6. Effectivement, on a les moyens de passer, mais est-ce qu'on va passer? Je suis pas convaincu. Vraiment, je suis pas convaincu. Mais on peut revenir à 2-2. Mais après, Westbrook risque de revenir, ça va être vraiment compliqué. Déjà, on évite le sweep. Oui, on évite le sweep. Après, ça aurait été vraiment triste de terminer cette saison par un sweep contre Houston. J'ai vu une question qui disait qu'est-ce que je vois comme intersaison. Je pense qu'on en parlera plus en détail au moment de la draft, mais je ne vois pas garder cet effectif. Je pense que cette saison est une saison un peu à part pour les fans de Casey. C'est une saison un peu rêvée, mais que dès la saison prochaine, je pense qu'aux alentours de la draft ou avant la reprise de la saison, Chris Paul va être tradé. Je pense que Gallo, que ce soit via un signing trade ou que ce soit via un trade, va être tradé aussi. Je pense qu'on va vraiment partir dans une optique reconstruction l'année prochaine. Peut-être qu'on va trader, j'en ai parlé, peut-être qu'on va trader Chris Paul au Knicks contre le pick 8 et que du coup on se retrouvera avec un jeune joueur talentueux en plus à développer. Mais pour moi, Chris Paul va et doit partir étant donné qu'on doit défendre Chris Paul. Enfin, Chris Paul il fait sa cote sur le marché, je pense pas qu'elle sera plus élevée que ce qu'elle est actuellement. Donc autant en profiter, ça sert à rien de garder Chris Paul 2 années de plus, autant le trader si on peut avoir quelque chose de potable en retour. Schroeder aussi peut être tradé, tout à fait, Schroeder peut être tradé. Lui pour le coup il a une cote qui est monstrueuse sur le marché, il a un salaire qui est pas trop élevé à 15,5. Après il rentre dans sa dernière année contractuelle, donc est-ce que des équipes vont se dire je vais trade pour Schroeder tout en prenant le risque de le perdre l'année prochaine à la free agency? Je sais pas, mais si puis suit, c'est notre coach, il faut qu'il reste. Je suis pas convaincu. Tu considères quoi comme lock? Le trio Shea, Dort, Baisley, je pense que c'est les trois qui bougeront pas. Vraiment, le Shea, bon bah c'est peut-être pas notre futur franchise player, mais c'est un joueur calibre All-Star, donc clairement il peut tenir. Après, Dort, vu ce qu'il apporte, pour moi c'est un lock. Et Baisley a un potentiel qui a l'air d'être tellement impressionnant, il est tellement jeune que pour moi c'est les trois joueurs de ton effectif actuel sur lesquels tu dois construire. Vraiment. Gallinari fait une très belle saison, ce serait dommage de le perdre. Il fait une très belle saison, oui, mais après, en quoi il sera utile dans les années à venir, Gallinari? Est-ce que avec cet effectif-là, tu gagnes pas un titre? Enfin, tu vas pas gagner un titre avec ce coach-là non plus. Donc, autant trader Gallinari, autant faire un signing trade pour Gallinari pour l'envoyer, je sais pas, à Dallas ou à Miami par exemple, en récupérant encore des pics de draft ou encore récupérer des jeunes à talent, plutôt que de le garder un an, qu'au final il serve à rien. Je veux dire, l'année prochaine, on peut se retrouver avec le même effectif et pas aller en playoff parce que les Warriors vont faire une saison de malade, parce que les Wolves vont être mieux, parce que Portland va mieux jouer, etc.
Donc vraiment, je vois pas l'intérêt de garder Gallo. Garder Chris Paul encore, je peux comprendre, le garder une année de plus pour dire tu restes une année pour former encore un peu plus les jeunes, mais Gallinari, je vois pas l'intérêt de le garder. Surtout là, enfin Gallinari en NBA en 2020, t'as quasiment toutes les équipes qui le veulent. Donc autant soit faire un sign and trade, soit le perdre. Et même pour lui, je pense qu'il voudra aller dans une équipe qui voudra gagner le titre plutôt que de rester dans cette équipe de KC où ton plafond c'est maximum une demi-finale de conférence. Est-ce que Shai va accepter de faire partie d'une équipe qui vise pas le titre à moyen terme? Shai, je pense qu'il est capable pour ceux qui ont écouté le podcast du Vosges avec Shea, lui, il est très content pour l'instant de Casey. Je pense que Shea, il est conscient que ça va être le patron d'une équipe qui sera certes en reconstruction, mais vu les pics de draft qu'on a, vu tous les assets qu'on a, on est capable de faire une reconstruction accélérée. Par exemple, exemple totalement pris au hasard, si un All-Star, par exemple Bradley Beal ou autre, est plutôt, est mécontent et demande un trade, bah on peut très bien offrir je ne sais combien de nos pics de draft qu'on a pour aller les récupérer et du coup avoir une reconstruction un peu accélérée parce que tu as déjà un joueur All-Star dans ton effectif. Après, dès l'année prochaine, en fait, il peut avoir les stats d'un joueur All-Star. Effectivement, il sera peut-être frustré parce que les résultats seront pas les mêmes que cette saison, mais faut qu'il comprenne que c'est un processus plutôt moyen-long terme. Et le management d'OKC, de toute façon, même si ça prendra quelques années, fera tout pour bien l'entourer. Je vois bien. Oui, bah Florence, c'est ça, hein. S'il y a un éventuel trade contre les Knicks, après il faudrait demander au compte FR des Knicks. Je suis pas sûr qu'ils acceptent. Mais moi, vraiment, ce serait le pick 8 des Knicks avec Julius Randle et Kevin Knox contre Chris Paul. Vraiment, si on récupère ces assets-là pour Chris Paul, déjà ce serait inespéré par rapport à ce qu'il valait quand on l'a récupéré il y a un an et on récupérerait un jeune, un potentiel avec Kevin Knox et un pick 8 ou dans une draft où il y aura beaucoup de joueurs qui seront piqués bas mais qui seront peut-être meilleurs que des joueurs de loterie, clairement. Donc voilà, je vais prendre une dernière question s'il y en a une et puis après on va s'arrêter là parce que j'avais dit 30 minutes, au final ça fait 1 heure. Qui peut prendre le salaire de Chris Paul dans la ligue? Bah, ça dépend comment sera fait le salary cap, mais avec la pandémie, peut-être que le salary cap sera plus bas que les autres saisons ou qu'il était prévu cette année, mais je pense qu'une équipe comme les Knicks, on en a déjà parlé, mais les Knicks, ils ont très envie de prendre Chris Paul et eux, pour le coup, ils ont le salary cap, ils ont le cap space pour pouvoir encaisser le salaire de Chris Paul. Pour moi, vraiment, il y a que deux équipes qui peuvent se positionner sur Chris Paul et qui devraient se positionner sur Chris Paul. Il y en a une, bah, évidemment, c'est les Knicks parce que je pense que c'est une notoriété quasi publique qu'ils aimeraient bien le récupérer. Et il y a une autre équipe qui devrait, selon moi, se jeter sur Chris Paul, c'est les Sixers. Les Sixers, on voit, ils font une campagne de playoff catastrophique. Ils vont peut-être même se faire sweeper par les Celtics alors qu'ils étaient censés être prétendants au titre. Mais tu rajoutes Chris Paul dans cet effectif, dans l'effectif des Sixers, mais les Sixers sont quasiment contenders, quoi, parce que vraiment le pick and roll Chris Paul, Joel Embiid, il serait quasiment indéfendable. En vrai, New Orleans, ils ont déjà joué l'idée. Après New Orleans, je pense pas que eux aient envie d'aller chercher un Chris Paul. Pour le coup, vraiment, il n'y a que les Knicks qui se sont manifestés sur le fait qu'ils aimeraient bien le récupérer. Il y a pour moi l'équipe vraiment qui devrait aller faire un run pour aller chercher Chris Paul, ce serait vraiment Philly. Après, au niveau des assets qu'on pourrait récupérer, ça voudrait dire récupérer le contrat d'Al Horford ou récupérer le contrat de Tobias Harris. C'est vraiment pas terrible. Mais si on peut récupérer des pics de draft avec, ça sera intéressant. Après, au niveau des salaires, Philly peut pas encaisser 1 dollar de plus. Le salaire de Chris Paul est très élevé, donc ce serait compliqué de monter un trade avec les Sixers pour Chris Paul. Mais pour moi, il devrait vraiment l'envisager.
Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce live un peu spécial étant donné que j'étais un peu tout seul. C'était pas évident de faire ça tout seul, de parler tout seul, mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve déjà en live tweet pour le Game 4, le Game 5 et espérons un Game 6, voire un Game 7. Pour un game, s'il y a un Game 6 ou s'il y a un Game 7, j'ai peut-être une idée, il faut que j'en parle avec les autres membres de l'équipe, mais peut-être le commenter sur Discord avec vous. Ça pourrait être intéressant s'il y a un Game 6 ou s'il y a un Game 7. Et puis voilà, on se retrouve pour les live tweets. Le replay pour ceux qui l'ont manqué est disponible instantanément sur Periscope. Je le posterai sur Ocha et sur YouTube d'ici une heure et demie. Et puis voilà, on se retrouve. N'oubliez pas de nous abonner, enfin n'oubliez pas de vous abonner au compte We Are Thunder si c'est pas fait. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte @consconslubin si vous avez envie, même si c'est pas très intéressant. Et puis voilà, je vous dis, oui on est trois sur le compte Florent, il y a Morgane, Pierre et moi. Et puis voilà, je vous dis au revoir, bonne chance aux fans du PSG s'il y en a, et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao.